Bonjour, je suis Xavier Berman, médecin au SMUR d'Argenteuil. Les syndromes coronariens aigus, ST+, c'est-à-dire les infarctus du myocarde, c'est urgent, c'est grave, c'est fréquent. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre et connaître la prise en charge. Donc, je vais vous présenter un cas clinique à l'ancienne, c'est pas des QCM, qui est sans classique, sans difficulté, mais pour parler de cette de la prise en charge de l'infarctus du myocarde. Donc, vous intervenez en SMUR. Bon, c'est la même chose si vous intervenez n'importe où, hein, ça revient au même. Vous intervenez en SMUR pour un homme de 49 ans qui a une douleur thoracique depuis 40 minutes. Il s'agit d'un fumeur, il est hypertendu et il a déjà fait un infarctus du myocarde. Il a été stenté il y a 5 ans. Alors c'est du vécu. Alors qu'il jouait au foot, il a ressenti une douleur thoracique rétrosternale très intense, un type de pesanteur de serrement, sans irradiation et non migratrice, hein. Je dis ça pour que on ne pense pas qu'il ait une dissection aortique, voilà, et qui est mal toléré, hein. Il est très pâle, il était obligé de s'allonger. À l'examen, il est en sueur. La pression artérielle est élevée à 220 et 100 mm de mercure, symétrique. Je dis ça aussi toujours pour qu'on n'évoque pas la dissection aortique, c'est pas le sujet du jour. Et la glycémie est normale, hein. Il faut toujours faire la glycémie dans la prise en charge des situations aiguës telles que l'infarctus du myocarde. Alors bien sûr, vous lui faites tout de suite un électrocardiogramme et voilà, le voici. Il faut l'interpréter et quel est votre diagnostic? Alors vous n'hésitez pas à marquer une petite pause pour bien lire cet électrocardiogramme. Mais je vais vous l'interpréter. Alors, l'électrocardiogramme, on est on ne peut pas toujours faire une interprétation très détaillée d'un électrocardiogramme, mais il y a quelque chose où il faut vraiment jamais faire l'impasse et toujours commencer par le rythme. Il faut voir est-ce qu'il est sinusal ou est-ce qu'il n'est pas sinusal. Alors ici, c'est pas forcément évident de voir les ondes P, mais il est régulier. Donc on peut se douter que le patient est en rythme sinusal. Et si on regarde bien, en V2, V3, on voit des ondes P avant les complexes QRS. Et quand on cherche, on voit des petites ondes P. Voilà, d'habitude c'est en V1 et en D2 qu'on les voit bien. Bah, ici, c'est pas le cas. Mais le patient est bien sinusal. Après les QRS, on voit qu'il a une onde Q en V1, V2. Il a également un QRS fragmenté en AVL, qui a la même signification. Donc là, on ne peut pas savoir si c'est des séquelles de son infarctus d'il y a 5 ans ou s'il est en train de constituer une nécrose, auquel cas ça pourrait être réversible si on agit vite. Et les segments ST, alors il y a une magnifique onde de Pardy, un sus-décalage du segment ST qui englobe l'onde T. Et en fait, le segment STT et les ondes T sont pathologiques de V1 à V5, hein, même s'il n'y a pas un vrai sus-décalage en V5, le segment ST a quand même un aspect tout à fait pathologique. Donc on est sur le V1, V5, on est sur le territoire antérieur. On a également un sus-décalage du segment ST en AVL, alors qui est significatif, hein. Le QRS est microvolté en AVL, donc on interprète le sus-décalage en fonction de la taille du QRS. Donc là, on a un gros sus-décalage en AVL. Et pour le D1, je ferai la même remarque qu'en V5, hein. Le segment ST n'est pas impeccable, donc D1 AVL, c'est aussi un territoire, c'est le territoire latéral haut. Donc le sus-décalage donne le territoire de l'occlusion artérielle a priori. Donc là on est en présence d'un infarctus antérieur étendu, donc qui concerne vraisemblablement
l'artère interventriculaire antérieure et dès son origine, dès le tronc commun, puisque le V1, il y a déjà un sus-décalage en V1. Et ce qui nous conforte dans notre hypothèse diagnostique, c'est qu'il a une image en miroir en D3 AVF, donc dans le territoire inférieur. Donc, il y a, par exemple, dans une péricardite, il y a un sus-décalage, mais il n'y a pas de miroir. Hein. Donc, pour résumer, donc on reprend, on a un patient qui est en rythme sinusal, il y a des ondes Q en V1, V2, on a une onde de Pardy, donc un sus-décalage du segment ST de V1 à V5, donc territoire antérieur, et D1 VL, c'est le latéral haut, ce qui nous fait un sus-décalage dans le territoire antérieur étendu. Et on a une image en miroir, donc un sous-décalage du segment ST dans le territoire inférieur des deux T3 AVF. On pose le diagnostic de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST dans le territoire antérieur étendu. Donc voilà, la douleur typique et le CG typique sont pathognomoniques quasiment, ou considérés comme pathognomoniques d'AST+, ou infarctus du myocarde en voie de constitution. Quel bilan biologique réalisez-vous avant de débuter le traitement? Aucun, hein, c'est extrêmement urgent, on s'en fout totalement là de la troponine et tout ça, il faut le traiter tout de suite. Hein. Il n'y a pas de... parfois on prélève en mettant la voie d'abord, mais si on perd du temps à cause de ça, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc aucun, on débute le traitement immédiatement. Quel est le but du traitement et quels sont les deux moyens d'y parvenir? Donc le but, c'est la désobstruction coronaire en extrême urgence, hein, et on a deux manières de le faire, soit l'angioplastie en coronarographie, soit la fibrinolyse. Quel est le facteur déterminant du pronostic concernant la mise en œuvre du traitement? Le facteur déterminant, c'est comme dans l'AVC ischémique, hein, c'est le temps. Le temps entre le début de la douleur et la reperfusion. Hein. Plus on perd du temps, plus le pronostic est mauvais. L'infarctus du myocarde et l'infarctus cérébral ont beaucoup de points communs dans leur physiopathologie et leur prise en charge. Quelles sont les contre-indications à la fibrinolyse? Donc il n'y a pas de réponse parfaite, mais il faut au moins connaître les principales contre-indications, les contre-indications absolues, et savoir discuter les situations à risque de saignement qui constituent des contre-indications absolues ou relatives. Donc il n'y a pas de réponse idéale, mais bon, l'HTA sévère non contrôlée, c'est une contre-indication qui n'est pas la plus évidente, voilà, mais effectivement c'est un facteur de risque de saignement, et une HTA telle que celle que présente notre patient à veine de 10 contre-indique la thrombolyse. Et même l'utilisation d'antihypertenseurs par voie intraveineuse, c'est une situation où la thrombolyse est déconseillée. Après, il y a l'allergie, je l'ai noté, mais c'est vrai que les allergies, on n'en voit plus tellement. On voyait ça il y a 20 ans quand on avait des produits plus allergisants et des patients qui avaient des fois eu 2 ou 3 thrombolyses. Mais aujourd'hui, on n'a plus tellement ce problème-là. Les anomalies de l'hémostase innée, bah oui, on ne va pas thromboliser un hémophile, mais qui de toute façon a peu de chances de faire un infarctus, ou acquise, un traitement par héparine contre-indique la thrombolyse. Et concernant les AVK, là, c'est en fonction de l'INR. On est obligé de connaître l'INR. Et inférieur à 1,5, on peut thromboliser. Supérieur à 2, on ne peut pas thromboliser.
et entre 1,5 et 2, c'est au cas par cas. Antécédent d'hémorragie intracrânienne avec un gros risque de récidive hémorragique, antécédent d'AVC d'origine inconnue, antécédent d'AVC ischémique récent, gros risque de transformation hémorragique, de la chirurgie récente, grosso modo inférieure à 3 semaines, un traumatisme crânien grave, grosso modo inférieur à 3 semaines. Là, on sera peut-être obligé de demander l'avis d'un neurochirurgien si on veut thromboliser. Alors, les situations de saignement, effectivement, si on a une hémorragie digestive, on ne thrombolise pas. La dissection aortique, si on a le moindre doute, on ne donne pas de traitement. Dans ce cas-là, on débute même pas le traitement médicamenteux de l'infarctus. Si on a un doute sur une dissection, on va tout de suite faire un scanner de l'aorte, une échographie, enfin. Dans les contre-indications relatives, il y a la grossesse, mais en fait, on thrombolise maintenant les femmes enceintes dans les embolies pulmonaires graves et ça se passe bien. Donc, c'est bon, voilà. Accident ischémique transitoire inférieur à 6 mois, pareil, c'est une contre-indication relative. Accouchement récent, bon, faut reconnaître que c'est rare qu'une femme accouche et fasse un infarctus dans la foulée. Hyperglycémie, il faut absolument les corriger avant de thromboliser. Après, il y a endocardite avec un risque d'embole septique, péricardite, pancréatite. On a aussi l'ulcère gastro-duodénal qui est à risque. Ponction vasculaire non compressible, rétinopathie proliférante. Et on a aussi des néoplasies, des hépatopathies sévères, les varices œsophagiennes, les anévrismes intracrâniens, massage cardiaque traumatique. Toutes ces situations, il faut vraiment peser la balance bénéfice-risque. Voilà, chez notre patient, de toute façon, on ne va pas le thromboliser. On est en Île-de-France, on va aller en Coro. De toute façon, il a une hypertension, c'est contre-indiqué chez lui. Donc notre patient va bénéficier d'une coronarographie dans un délai raisonnable. Le médecin régulateur du centre 15 nous a trouvé une place en coronarographie pas trop loin. Il est impératif de débuter un traitement immédiatement. Quel traitement médicamenteux débutez-vous? Le patient, on le scope, on a les défibrillateurs, le défibrillateur à portée de main, et au mieux, on utilise les patchs du défibrillateur pour scoper le patient parce qu'ils permettent, en cas de trouble du rythme, de défibriller immédiatement. Ici, moi, je choisis de donner de l'aspirine 250 mg IVD. On peut faire un peu moins, un peu plus, c'est pas très grave. Et je choisis de mettre Prasugrel 60 mg, soit 6 comprimés défiant 10 mg, c'est la dose de charge. Et je choisis d'anticoaguler par héparine, par 60 unités kg, max 4000 unités. Chez ce patient, je vais faire 4000 unités. On peut aussi utiliser du Lovenox, enfin de l'HBPM. On peut aussi utiliser le ticagrelor à la place de l'Effiant, c'est équivalent en termes d'efficacité, et d'autant plus que l'Effiant, enfin le Prasugrel est contre-indiqué en cas d'antécédent d'AVC et non recommandé après 75 ans ou quand on fait moins de 60 kg. Enfin, ici, je vais choisir de diminuer, si besoin, la tension artérielle si elle persiste à être élevée. Et je pense que le Risordan débuté à 2 mg/h est un bon choix puisqu'il a aussi une action anti-ischémique. On peut éventuellement utiliser le Loxène, mais on n'en aura probablement pas besoin. Et on n'oublie pas de donner un traitement antalgique. Alors paracétamol, 1 gramme IVL, et chez ce patient, moi, je vais faire 3 ou 4 mg de morphine pour commencer, s'il a toujours mal après le traitement que j'ai débuté, et avec des injections de 1 ou 2 mg toutes les 5 à 10 minutes si besoin. Voilà, j'espère que vous connaissez
bien tout ça, et si c'est pas le cas, je vous conseille de revoir plusieurs fois mon diaporama. Merci.